Bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat Mali, Burkina Faso, Niger, comment mettre fin à la crise sécuritaire avec M. Boubou Doucouré, malien, conseiller du Premier ministre, chef de la cellule communication et relations publiques de la primature. M. Doucouré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert et Merci bonsoir beaucoup. à tous les auditeurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup. Notre second invité est M. Idrissa Diko, burkinabé, journaliste burkinabé, président de l'association Faso Citoyen, une association de burkinabés vivant au Mali. M. Diko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Monsieur Zakara Mama, nigérien, est notre troisième invité. Il est membre du bureau OJT, Organisation de jeunesse Taraya. Monsieur Zakara, bonsoir et bienvenue. Merci Robert de cette opportunité. Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et enfin, notre quatrième invité est rwandais, Dr Paul Kananoura, est spécialiste en géopolitique. Il est le président de l'Institut Mandela, un institut spécialisé dans les questions de sécurité et de géopolitique. Dr Kananoura, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert et merci pour l'invitation. Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Doucouré, pouvez-vous nous dire concrètement quelle est la situation sécuritaire sur le terrain au Mali? Monsieur Robert, la situation sécuritaire au Mali est assez complexe. Mais d'abord, avant toute chose, je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la République, au nom de l'ensemble du peuple malien et à mon nom propre, m'incliner d'abord très pieusement devant la mémoire de tous ceux-là qui sont tombés sur le champ de l'honneur, de tous ces Maliens, de tous ces Burkinabés, de tous ces Nigériens, de tous ces Tchadiens, des Guinéens, de tous ces Français, de tous ces peuples qui aujourd'hui, en toute responsabilité et en toute solidarité, ont décidé de se tenir droit à côté du peuple malien pour cette guerre des nouveaux genres. Cela est extrêmement important parce que nous considérons qu'aujourd'hui, toutes ces morts sont d'abord des morts maliennes parce qu'ils sont morts sur notre territoire pour la défense de notre intégrité territoriale et de l'intégrité de tous les pays du Sahel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la situation sécuritaire au Mali, on peut dire qu'il y a une autre vision. Il y a une autre vision parce que nos forces armées de défense et de sécurité ont quitté la posture statique. Aujourd'hui, ils vont au combat. Aujourd'hui, ils vont à la traque de l'ennemi. Et aujourd'hui, ils ont réussi à repousser l'ennemi en dehors de nos villes. Ils ont réussi à éloigner l'ennemi de nos populations en mettant leur propre vie en péril. Je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart des attaques qui a lieu sont dirigées vers nos forces de défense et de sécurité. Et pour cela, il est extrêmement important que nous le soulignons et que nous le saluons. La deuxième chose sur la question sécuritaire, je pense que depuis le mois de juin, nous avons parcouru le pays. Nous avons été dans les zones qu'on a déclarées être zones rouges, telles que le cercle de Nara, telles que tout le cordon central, à savoir Léré, Nampala, Tonka, Diré, Gundam, Sumpi. Et nous avons fait toutes ces zones sans aucune escorte, sans aucune couverture de l'État. Parce que l'État y est déjà. Parce que nos forces de défense et de sécurité sont en train de reprendre leurs droits sur le terrain des opérations. Cela est un fait. Parce que ça, c'est du vécu. Et comme je le disais, la question sécuritaire au Mali n'est pas une question malienne. C'est une question globale. C'est une question internationale. Parce que nous faisons face aujourd'hui à une guerre de troisième génération où les groupes terroristes sont assez mobiles, où les groupes terroristes
se localise au niveau des lignes de frontières. Donc il est extrêmement important que le peuple malien comprenne dans son ensemble qu'on avait besoin, dans une guerre comme ça, à laquelle nous ne sommes pas habitués, à laquelle le monde lui-même n'est pas habitué, il fallait d'abord le choc, ensuite un temps de réaction, répondre au coup par coup, jouer les sapeurs-pompiers. Ensuite, nous avons eu le temps de mener des réflexions et d'aller dans une vision globale. Et aujourd'hui, ce sont ces réflexions qui nous permettent d'avoir de l'espoir. D'avoir de l'espoir, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays de la sous-région, les 7 frontières du Mali, ont compris que nos destins sont liés, que cette guerre est une guerre qu'il faut mener ensemble, qu'il faut mener avec une vision, mais qui ne peut être menée qu'avec le peuple malien, avec l'ensemble des sensibilités du Mali, pour que nous puissions enfin sortir de tout ça. Merci, M. Dougouré. Monsieur Diko, comment se présente-t-elle la situation sécuritaire chez vous au Burkina Faso? Merci, M. Dissa. Et je voudrais d'abord saluer le public ici présent et aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Et m'approprier rapidement le message de mon frère Dougouré pour le message d'hommage qu'il a rendu aux forces de défense et de sécurité de notre espace G5 Sahel, mais aussi d'autres forces internationales qui sont présentes ici et qui subissent aussi des pertes aussi douloureuses que nous les connaissons. J'observe en tant que citoyen burkinabé ou en tout cas de G5 Sahel, sahélien, que le Burkina Faso est aussi rentré dans l'ère du terrorisme à partir de 2015, si on peut le dire ainsi. Et c'est la suite logique de la propagation du terrorisme dans le Sahel de façon. On sait que ça a commencé beaucoup plus loin avec le Proche-Orient, le Moyen-Orient, mais surtout avec la dislocation de la Libye, les choses se sont un peu accélérées. C'est vrai qu'on avait remarqué que le Burkina, pendant un certain nombre d'années, était plus ou moins, n'était pas touché indirectement, mais depuis 2015, on peut dire que le pays est directement rentré dans l'ère du terrorisme. Et depuis, le pays n'a pas vraiment connu de répit. Et on se rappelle que après la prise du pouvoir de l'actuel président, juste quelques jours avant la mise en place du gouvernement, on n'a même pas eu le temps vraiment de commencer à travailler qu'on a connu les attentats d'envergure à Ouagadougou. Donc depuis, le cycle de violence continue et ça a commencé à s'aggraver au niveau du Sahel, du Burkina, je vais dire dans la zone du Sahel, donc le nord. Mais de plus en plus, le terrorisme est en train de se propager, ça gagne un peu le reste du territoire. Parfois, ça contourne un peu, ça va jusqu'au centre, ça contourne, ça va jusqu'à l'ouest. Récemment, on a connu une attaque à la frontière à Yendéré, qui est quand même à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire qu'il ne reste pas sur place, même si on sait que les zones où ils opèrent de façon avec une certaine envergure, c'est vraiment le Sahel, le centre et un peu le centre-est aussi. Mais quel sentiment avez-vous par rapport à cette situation sécuritaire? Pensez-vous qu'elle s'améliore ou qu'elle se dégrade dans le Sahel? Bon, je pense qu'elle s'est dégradée pendant longtemps d'abord, mais je crois aussi que depuis un certain temps, on est en train quand même de reprendre du souffle et justement de pouvoir bien contrer l'ennemi. Parce que comme mon frère Dougouré l'a dit, je crois que dans un premier temps, on a été dans l'effet de surprise. Nos armées n'étant pas véritablement préparées à ce genre de situation, je pense qu'elles aussi, elles ne se sont pas suffisamment préparées, même si la menace quand même s'est annoncée de longue date et à longue distance, parce que c'est vrai que l'Afghanistan, l'Irak c'est loin du Sahel, de notre Sahel, mais la Libye ce n'est pas très loin. Donc je pense que depuis le moment où c'est arrivé en Libye, on aurait pu anticiper un peu, prendre les mesures qui s'imposaient afin que le choc ne soit pas aussi brutal tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc je pense que vraiment c'est quelque chose qui nous a surpris. Mais de plus en plus, nos armées sont en train de s'organiser.
Et chaque niveau de Burkina, on a connu beaucoup d'opérations. On a connu ce qu'on appelait l'opération Otapoanou, qui veut dire foudre ou pluie de feu en langue Goulmachima, une langue locale là-bas, à l'est du Burkina. Donc, qui a couvert un peu donc, les régions de l'est, du centre-est, je crois. Ensuite, il y a eu l'opération Nofu, qui veut dire déraciner en langue Peul, qui est aussi qui s'est passé au niveau du Sahel, des régions du Sahel, du nord et centre-nord, je crois. Donc je crois que depuis ce temps, quand même, c'est pas gagné, mais les choses s'améliorent véritablement. Merci, M. Ducot. M. Zakara, qu'en est-il de cette situation au Niger? Alors, Robert, permettez-moi peut-être, avant de répondre à la question, de saluer la mémoire de nos vaillants militaires qui sont battus vaillamment pour défendre le territoire nigérien. Et là, je pense que ça a été un choc, parce que c'est pour la première fois que le Niger a pu enregistrer un tel bilan. Au-delà de ce choc et de ces émotions qui nous a tous éprouvés, d'autre part, nous avons salué la bravoure de ces hommes. Parce que le lieutenant-colonel Hassan Anatoupa et ses hommes, au lieu de décrocher, malgré certaines contingences qui n'étaient pas à leur faveur, mais ils ont accepté de se sacrifier pour le Niger et pour le Sahel. Et là, je pense que c'est un signal qui nous donne, nous, en tant que jeunesse africaine, de ne jamais accepter la lâcheté. Et lorsque ce douloureux événement s'est passé, le président de la République, qui était absent hors du pays, avait écourté son séjour d'Égypte pour rentrer au pays et convoquer un conseil supérieur de l'armée. Et au cours de ce conseil, des dispositions et des directives ont été données à l'armée pour qu'on puisse plus avoir de telles tragédies dans notre pays. Parce que pour préciser, contrairement aux autres pays, c'est que le Niger, il se plusieurs fronts. Nous avons le front ouest dont on fait face entre les frontières, le long des frontières du Mali sur 800 km, si vous prenez la zone de Tavoa jusqu'à la zone de Tilaberi, aussi du côté de Burkina Faso. Mais nous avons aussi une autre force où c'est le front de lac Tchad, où notre armée aussi inflige aussi de lourdes pertes à l'ennemi. Parce que les années antérieures, la frontière de l'autre côté du Nigeria était occupée par Boko Haram. Et les villes qui sont du côté du Niger, ils sont juste à quelques kilomètres. Parfois, c'est la rivière qui partage les localités. Et là, l'armée nigérienne aussi a montré sa bravoure. Parce que il y a une vision. Parce que dès que cette situation de la Libye que tout le monde connaît, lorsque cette boîte de fondeurs a été ouverte, les autorités nigériennes, politiques et militaires, avaient anticipé sur comment nous ne puissions pas avoir des impacts par rapport à cette crise libyenne. Et c'est dans ce cadre que le président de la République a pris des initiatives au niveau du pays. L'armée a été renforcée. Des forces spéciales, comme le bataillon spécial d'intervention, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est un nouveau chat. Donc il faut plus maintenant réadapter aussi les hommes pour ces guerres. Et en plus de ça aussi, le président de la République aussi a fait de ça une question aussi internationale. Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez, le président Issoufou avait dit il faut éteindre le feu au Mali. Lorsque vous voyez il y a du feu chez votre voisin, il faut aller le secourir, mettre le feu, parce que ça peut déborder. Et c'est de cette logique dont
tous les fora, de toutes les rencontres internationales, il avait dit qu'il faut soutenir le Sahel. Parce que cette guerre, on nous a imposé. La conséquence de la guerre en Libye aujourd'hui risque d'être très négative pour nos États. Et pour répondre à votre question, je vous dis qu'au Niger, actuellement, tout est sous contrôle. Vous savez, avant même l'attaque de Inates, la veille, il y avait aussi une autre attaque. Donc c'est pour dire que les forces du mal, à chaque fois qu'ils vont toucher impunément le Niger, ils vont savoir qu'ils ont affaire à des gens qui ne les donnent pas aussi des cadeaux. Parce que ce qui s'est passé à Inates, ils ne sont pas retournés là où ils sont venus, parce qu'eux aussi ils ont perdu des hommes. Et je pense que le bilan officiel, ils sont à 57 morts. Donc c'est le lieu de féliciter ici cette armée qui, malgré cette situation aujourd'hui, arrive à sécuriser le pays. Et les Nigériens aujourd'hui, de leur ensemble, sont fiers de vous. Parce qu'aujourd'hui, toute la population nigérienne est derrière cette armée. D'accord. Merci, M. Zakara. Docteur Kananoura, vous, en tant que Rwandais, vous, en tant que géopolitologue, quel regard portez-vous sur la crise sécuritaire dans le Sahel? Merci. Permettez-moi de me joindre aux hommages rendus aux soldats, toutes nationalités confondues, tombés sur le champ d'honneur pour défendre notre liberté un peu partout. Bien. La situation sécuritaire au Sahel est chaotique. Les perspectives dans les jours à venir sont très alarmantes. Parce qu'il ne faut pas se dévoiler la face, car le terrorisme s'installe quelque part, malgré la volonté des militaires, malgré les moyens à mettre à disposition pour nettoyer, ça prend une dizaine d'années minimum ou 15 ans. Donc, il faut s'installer psychologiquement dans une crise longue, mais que nous devons gagner. Mais la crise au Sahel, la crise sécuritaire au Sahel est avant tout une crise de gouvernance et une crise économique. Mais elle s'inscrit dans une dynamique de guerre asymétrique qui concerne la majeure partie de l'Afrique, voire même toute l'Afrique. Avant, pour simplifier, le djihad et la croisade se faisaient d'Orolia en Occident et en Orient, ou au Moyen-Orient, globalement. Aujourd'hui, les deux sont migrés en Afrique. Avant, c'était pour des raisons religieuses, entre l'Occident et l'Orient. Aujourd'hui, les deux sont migrés en Afrique, l'un sous forme de terrorisme et d'extrémisme religieux, avec la production du terrorisme, l'autre sous forme des opérations antiterroristes. Mais les deux, c'est sous forme mercantile globalement. Donc, si nous voyons globalement l'Afrique, elle est divisée en quatre grandes, elle est divisée en quatre parties par des axes terroristes. Il y a l'axe nord-sud de la Libye avec l'État islamique en Libye qui fait jonction avec Boko Haram au Nigeria, et axe ouest-est avec Akumi qui fait, à partir de la Mauritanie, qui fait jonction avec El Shebab, comment dirais-je, en Somalie. Et en plus, il se passe les combattants. C'est-à-dire que nous pouvons avoir tous les discours de l'émergence de l'Afrique, de la croissance à 2 chiffres, maintenant même de l'intégration commerciale africaine, mais il faut aussi s'attaquer de cette réalité. Si vous voyez, c'était globalement l'Afrique australe qui était épargnée, mais depuis des ans, il y a un groupe aussi d'une centaine de djihadistes qui sont installés au nord du Mozambique, et quelques groupes qui sont en train de se former à l'est de la RDC vers Bénin. Donc ça veut dire que toute l'Afrique subit globalement cette tragédie sécuritaire. Bien, si nous revenons à votre question plus globalement, donc vous voyez que le Sahel n'est pas isolé.
mais elle dispose des contingences internes avec des éléments de perturbation stratégique, y compris les questions, enfin, c'est vrai qu'on réduit à des questions ethniques, mais qui sont téléguidées, avec des questions économiques qu'il faut toujours répondre d'une manière énergique, parce que la réponse est sécuritaire, la réponse est militaire, c'est pour stopper la crise, mais il faut une réponse économique pour stabiliser les populations. Merci, docteur Kananoura. Alors, si M. Ibe Keita est prêt, nous allons passer la parole au public qui désormais va participer à l'émission. Et la première personne à qui nous allons tendre notre micro est M. Dieudonné Kourago pour sa contribution, sa question. Ok. Merci. Merci pour m'avoir donné la parole. Levez-vous. Ok. Ah, ici c'est bon. Merci. Bon, et ma contribution, c'est surtout sur le plan international. Et la situation sécuritaire que nous traversons aujourd'hui est tellement complexe et que les partenaires sont essentiels pour avoir vraiment, si on veut vraiment des résultats. Maintenant, si on parle des partenaires, c'est pour les E5 Sahel, ce n'est pas pour le Mali ou pour le Burkina seulement ou le Niger, les E5 Sahel. Et les partenaires aussi, c'est pour leur dire que nous ne demandons pas des partenaires en disant comme quoi, et nous voulons qu'ils viennent nous aider. Et parce que c'est leur cause aussi, leur sécurité aussi qui se joue dans le Sahel. Et donc, leur contribution, ce n'est pas en aide au pays du G5 Sahel. Et là, si vous voyez concrètement tout de suite ici que la dernière sortie du président français qui invite ou bien qui convoque les dirigeants du G5 Sahel pour qu'ils clarifient leur position par rapport à la présence militaire française. Et il ajoute international. Et déjà, il faut dire que ces partenaires, ils doivent faire la part des choses. Parce que non, les G5 Sahel ne fait pas partie de la France, mais les G5 Sahel fait partie de la communauté internationale. D'accord. Maintenant, voilà. On va résumer votre question. Moi, c'est surtout pas une question, parce qu'ils ont presque tout dit. Et c'est inviter les partenaires et qu'ils s'engagent pleinement dans cette lutte contre le terrorisme, parce que ce n'est pas en nous aidant, mais c'est leur sécurité aussi qui se joue dans le Sahel, parce que l'histoire nous a montré que généralement les attentats qui se posent, ceux qui commettent les commanditaires ne sont pas sur place, c'est commandité ailleurs et c'est revendiqué depuis ailleurs. Donc les combattre depuis ces lieux, c'est aussi leur devoir. Merci Monsieur Dieudonné Kourago. Alors Monsieur Doucouré, vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Monsieur Kourago? Bon, c'est un apport donc, sur lequel je ne voudrais pas forcément réagir. Mais une chose est sûre, comme il l'a dit, aujourd'hui, le Mali, le Sahel, a besoin de tous ses amis. De tous ses amis. Mais ce qui me réconforte, c'est aujourd'hui le sens de la responsabilité. C'est la mesure de l'enjeu que les chefs d'État déjà du G5 Sahel ont pris. Entre le Forum international sur la paix et la sécurité dans le Sahel et le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il y a eu un gros déclic. Il y a eu un gros déclic parce qu'un plaidoyer a été mené. Et aujourd'hui, ces chefs d'État, tous ces États sont conscients que c'est une lutte commune et que l'effort de guerre doit venir d'abord de nous-mêmes. La mobilisation des ressources internes. Je reste toujours avec vous. Et certains de nos partenaires, justement, ont exactement la même lecture. Pour eux, alors, la lutte contre le terrorisme, pour le rétablissement de la sécurité dans le Sahel ne peut pas se faire sans un engagement, une grande détermination des gouvernements et des peuples en fait, du Sahel. Que devons-nous d'abord comprendre par une grande détermination des peuples du Sahel, par un engagement de nos gouvernements? Devons-nous comprendre que nous ne sommes pas assez engagés encore?
Non, au contraire, parce que ce qu'il faut comprendre dans cet engagement, c'est justement la matérialisation de cet esprit qui s'est posé à l'issue de ces deux grands événements internationaux sur la paix et la sécurité, où la CEDEAO, et à travers l'UEMOA, sur les ressources internes, a débloqué déjà 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, plus de 50 milliards de francs CFA, pour soutenir l'effort de guerre, mais surtout et sur ces trois pays transfrontaliers qui aujourd'hui sont en train de se battre, qui sont au centre de cette guerre, le Mali, le Burkina et le Niger, sur une prévision globale de 500 millions de dollars. Et la deuxième idée forte, c'est que ces chefs d'État aujourd'hui, à la suite du plaidoyer mené par le Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, à Dakar, ont compris, y compris les partenaires techniques et financiers, comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, qu'aujourd'hui, il faut soulager ces pays de tout cet effort qui est en train d'être fait. Parce que si on prend le cas du Mali, c'est plus de 20% des dépenses publiques qui sont consacrées à l'armée. Cela apporte beaucoup de problèmes parce que cela désavantage d'autres investissements prioritaires qui sont essentiels aussi pour le retour de la paix et de la sécurité. C'est-à-dire les investissements sociaux, c'est-à-dire la mise en place des projets de développement pour justement barrer la route au recrutement, à l'enrôlement de la jeunesse auprès de ces mouvements djihadistes. Voilà des gestes forts qui montrent plus que jamais que nos chefs d'État sont engagés et sont déterminés pour faire face à cette crise. D'accord, merci monsieur. Pour ce qui est de la participation des citoyens, la première des choses d'abord, c'est de dépasser nos différences, c'est de nous faire confiance. Parce que s'il y a une chose sur laquelle aujourd'hui tous les Maliens sont unanimes, c'est l'engagement des forces armées de sécurité. Pour que vous et moi, ceux qui sont là, tous, pour que nos familles puissent dormir en toute quiétude, pour que nos enfants puissent aller à l'école, pour que nos marchés puissent ouvrir. Et la deuxième chose de nous faire confiance, c'est aussi que le peuple se dise, particulièrement le peuple malien, que nous sommes tous des soldats de la République, que nous avons tous notre partition à jouer. Nous pouvons aider dans l'information, nous pouvons aider dans beaucoup de choses. Donc il est important que la société malienne, que la classe politique, que l'ensemble des Maliens comprennent que c'est ensemble et que c'est seulement ensemble que c'est possible. C'est cette union-là, c'est cette union qui permettra au Mali de transcender. Parce que malgré toutes les difficultés, aujourd'hui, le Mali assume sa responsabilité avec honneur et dignité. D'accord, merci à M. Doucouré, M. Soumounou pour sa contribution. Bon, merci, bonsoir tout le monde. La répétition est pédagogique. Les derniers mots de Doucouré portaient sur l'union sacrée, si je peux m'exprimer ainsi, n'est-ce pas? Alors, au-delà de cet aspect endogène, parce qu'on a dit G5, toute l'Afrique, moi je vois l'aspect exogène. Non seulement cette union entre nous Africains, fondée sur la franchise, la sincérité, la fraternité vraie, qui a une valeur, mais aussi entre nous et les forces étrangères qui évoluent ici en Afrique, au Sahel. Maintenant, ma question est de savoir si toutefois nous pouvons avoir les voies et les moyens pour que davantage tout le monde comprenne que la cause, elle est au-delà de l'Afrique. Elle est internationale. D'accord. Merci. Merci, M. Soumounou. Alors, M. Diko, la cause, elle est internationale, elle est au-delà de l'Afrique. Est-ce que vous partagez cette réflexion de M. Soumounou? Bien entendu, les responsabilités sont à voir d'abord au plan international, ensuite au niveau de la gouvernance locale. Parce que comme on l'a dit, si on observe un peu les causes
en tout cas de ces terrorismes-là aujourd'hui chez nous, de Mali, Burkina, Niger. On a, sans aller trop loin, on sait que c'est en grande partie lié, comme je l'avais précisé au départ, à la dislocation de la Libye. Et ça, ce ne sont pas les Africains qui ont fait la guerre à la Libye. C'est bien l'OTAN qui a acquis quand même l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on peut dire qu'à l'origine, il y a incontestablement la part de la gouvernance mondiale. Et ça, il faut justement que les solutions viennent de tout le monde, justement. Et justement, M. Kourago avait quand même soulevé un point. Il parlait du fait que, par exemple, G5 n'est pas soutenu par nos partenaires, qui pourtant pensent que c'est nous qui devons avoir l'initiative et maintenant ils vont appuyer, ils vont financer ces initiatives. Vous ne trouvez pas que cela est assez contradictoire dans leur politique? Bon, il y a beaucoup de contradictions en politique, justement. C'est pourquoi il y a tout ça qui se passe. Justement, les discours de Macron par rapport à, je voudrais juste un mot rapidement, tout ça c'est lié. Et je pense donc que si on sort maintenant des moments de colère, parce que, excusez-moi, Macron, quand il le disait, il était en colère, et quand il a fini de le dire, nous aussi on était en colère. Donc je pense que cette période est passée, il faut maintenant observer les choses avec plus de lucidité. Je pense que ce qui se passe, c'est que véritablement on ne se comprend pas dans ce qui se passe. Et les discours varient souvent selon les contextes ou des moments d'émotion. Parce qu'on se rappelle que lorsque Hollande est venu, il était bien applaudi. Il a dit que c'était quand même un devoir pour eux aussi. Parce qu'il se rappelle que lorsque la France a été attaquée, les Maliens, les Africains sont venus au secours. Donc c'était un devoir. Mais aussi, on sait que régulièrement, dans les messages qui sont adressés, à l'intention du peuple français, il est bien dit, lorsque des soldats meurent, on dit mort pour la France. Donc c'est pour dire que c'est un combat qui les concerne aussi. Donc parfois, on joue sur ces deux tableaux. C'est vrai, il faut faire plaisir à l'opinion. Mais lorsque ils nous demandent à nous, est-ce que nous avons besoin d'eux, je pense que cette question ne devait pas se poser. Nous avons tous besoin des uns et des autres, puisque chacun a dit que sa survie dépend justement de la stabilité de l'Afrique. Donc je pense que chacun fait ce qu'il peut. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on commence, et c'est bien déjà qu'il y ait un rendez-vous, que ce soit à Pau de France, Pau de Burkina ou ailleurs. En tout cas, il faut qu'ils se retrouvent pour clarifier certaines choses. Parce que si on ne se comprend pas dans un combat, on ne peut pas avancer. Peut-être qu'ils estiment qu'ils font beaucoup et qu'on n'est pas très reconnaissant, mais l'opinion malienne, burkinabé, Niger et autres, on a le sentiment aussi que ces forces-là, malgré les forces de frappe, toute la puissance dont ils disent disposer, il n'y a pas de résultat. Donc chacun est frustré. Mais M. Ducot, en tant que société civile, alors qu'est-ce que vous attendez de nos dirigeants, mais aussi de nos peuples du Sahel? Bon, il est clair que la première responsabilité, en tout cas, la dernière, ça nous revient. Parce que c'est nous qui sommes attaqués sur notre territoire. Donc nous avons la responsabilité de faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas nous attaquer. Ça, c'est le premier point. Si l'ennemi réussit à nous attaquer, c'est que quelque part, nous avons prêté le flanc, nous sommes assez faibles pour qu'il le fasse. Et c'est à nous de prendre les dispositions qui s'imposent. Bien entendu, les gouvernants font leur part, mais ça ne suffit pas. Comme je dis, chacun joue son rôle. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, pour ce qui concerne le Burkina Faso, déjà, en plus du renforcement des capacités opérationnelles, la formation en droits humains et autres, parce que ça aussi a été un problème dans la riposte. La riposte aussi a été un problème. Mais il y a aussi l'engagement de tout un peuple. On sait que, par exemple, les partis, la majorité ont fait des mouvements pour soutenir les forces de défense et de sécurité. L'opposition politique l'a fait. Des associations comme Balai Citoyen ont fait un cross populaire, des conférences pour soutenir. Il n'y a pas si longtemps, il y a un événement qui a été organisé au stade à Ouagadougou, qui était parrainé par le Larlé Naba, qui est un leader communautaire mais aussi politique bien connu au Burkina Faso. Un moment de fédération des efforts de la société civile pour soutenir le FDS. Il y a eu des actes concrets. Les gens ont cotisé de l'argent, on a payé des pick-up, il y a aussi un don en matériel, en moto, mais aussi en vivres. Donc je pense que sur ce plan, beaucoup de choses se font. Et si vous avez suivi tout le mois d'octobre, il y a eu des manifestations de soutien un peu partout, que ce soit à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, mais aussi dans beaucoup de capitales de région.
Donc je pense que les efforts, chacun joue son rôle parce que les politiques, eux seuls ne peuvent pas. Il faut bien que le peuple aille aussi dans le même sens et qu'ensemble... Parler dans le micro. Et qu'ensemble, justement, nous puissions faire ce combat-là. Et je pense que pour l'instant, le peuple joue quand même sa partition, je crois. D'accord, merci M. Diko. M. Zakara, oui. Alors la renaissance du Sahel ne peut commencer que par l'engagement des gouvernements et des peuples du Sahel. Alors qu'en pensez-vous et qu'est-ce que vous, en tant que société civile, vous attendez et des peuples et des gouvernements du Sahel? Oui, je pense qu'il y a déjà des initiatives qui sont en cours. Même aujourd'hui, les pays du Sahel, à travers les présidents, ils étaient à Niamey, où ils ont exprimé leur solidarité, mais aussi pour faire un sommet qui initialement qui était prévu à Ouaga et qui a été délocalisé à Niamey. Alors, pour cet engagement, je pense que tout à l'heure, il y a une question qui a été posée par rapport aujourd'hui à nos amis, à ses partenaires. Je pense qu'il ne faut pas se fuir la face. Ce qu'aujourd'hui, il y a de la frustration. Il y a aussi des incompréhensions par rapport à tous ces soutiens, tous ces partenaires qu'on a. Donc, aussi longtemps que nos forces de défense et de sécurité vont tomber en grand nombre, la population se demanderait aussi quelle est l'utilité et la présence de ces forces étrangères dans nos zones. Oui, on parlera certainement de ce chapitre-là, mais pour l'instant, nous aussi en tant que peuple, en tant que peuple du Sahel, je pense en tant que gouvernement du Sahel, alors qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Nous devons faire d'abord, c'est de soutenir notre armée. Et je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, certains comportements que les gens adoptent, notamment de faire divulguer des images de nos forces de défense qui sont en sécurité. Là, je pense que c'est des dispositions qu'il faut prendre au niveau national pour empêcher cela. D'autres dispositions qui doivent être prises, c'est de dire que chaque citoyen du Sahel est un soldat. Parce que chacun peut contribuer en termes de renseignement pour qu'on puisse prévenir ces différentes attaques. Donc là, c'est de dire au Sahel, de dire à chaque citoyen du Niger, du Burkina, que son effort aussi compte. Et au niveau de la société civile, des partis politiques, c'est qu'il faut qu'on change aussi de communication. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, nous sommes redevables à nos pays. Parce qu'il y a certains des actes ou bien des comportements qu'on pose, en réalité qui nuisent même par rapport à certaines initiatives. Vous savez, ces gens qui nous attaquent, certains sont avec nous, ils sont informés. Et à chaque fois qu'ils nous attaquent, c'est parce qu'ils appuient sur certaines défaillances ou bien ils ont pris du temps pour voir en réalité où se trouve la faiblesse pour qu'on puisse agir. Et à ce niveau, seul le peuple, seule la population peut aider les forces de défense et de sécurité à prévenir cela. Au niveau des politiques. Au Niger, déjà, comment cela se passe, cette collaboration entre le peuple et les forces de défense et de sécurité? Oui, c'est une collaboration qui est étroite. Parce que si aujourd'hui l'armée nationale a des succès, c'est que ce peuple soutient cette armée à tout bout de champ et quelle que soit la situation. Et là, je pense que c'est ça qui constitue aujourd'hui l'un des premiers atouts de l'armée nigérienne. Et pour les dirigeants maintenant? Et pour les dirigeants, déjà, il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré les défis qu'on a, parce qu'il faut le dire, nous sommes des pays à revenus très, très faibles, nous avons des challenges, nous avons des défis sur d'autres secteurs qui sont vitaux pour la nation. Cette question sécuritaire vient de greffer, donc il faut faire des réajustements au nouveau budget. Il faut revoir certaines priorités. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de l'éducation, on ne peut pas parler de la santé. Donc à ce niveau, il faut que nos dirigeants
prenne des mesures fortes pour renforcer les capacités de nos forces des armées. Parce qu'ils ont besoin de ça aujourd'hui. Il y a aujourd'hui la technologie qui nous permet, des drones aussi, nos pays aussi peuvent se doter aussi des drones pour prévenir aussi certaines attaques. D'accord. Et les acteurs aussi, non étatiques ou de la société civile aussi, avec leur approche de sensibilisation, de cette prise de conscience de la population, parce qu'ils sont plus proches de cette population, ils peuvent contribuer à changer la tendance. Parce que ces terroristes aussi, ils passent par la population pour poser leurs actes. Si les acteurs de la société civile, si l'État et les citoyens chacun font un front commun, font un bloc derrière nos dirigeants, nous pensons que dans les années à venir, ou dans les mois à venir, on peut voir des lendemains meilleurs. Merci, Monsieur Zakara. Docteur Kananoura, vous avez déjà dénoncé la mauvaise gouvernance dans le Sahel, mais au-delà des dirigeants, dans cette crise et face à un tel ennemi, alors qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous auriez dit alors au peuple du Sahel à adopter comme comportement? Bien, je n'ai pas dénoncé la mauvaise gouvernance. J'ai dit que c'est une question de gouvernance. D'accord. Une crise de gouvernance. Ok, d'accord. Bien. C'est ce que j'avais appelé dénonciation de la mauvaise gouvernance. Alors, une crise de gouvernance et dénonciation, c'est deux choses différentes. D'accord, merci. Tout simplement, je pense que la population doit comprendre que la sécurité les concerne. Parce que d'abord, ce sont les premières victimes. Ensuite, ce sont les enfants, les soldats sont les enfants qui sont morts sur le champ d'honneur. Bien, il faut comprendre que la sécurité est collective. Elle ne concerne pas ni l'armée, ni les dirigeants, elle concerne l'ensemble des populations. Donc, d'abord, elles doivent dénoncer ces actes ignobles et ne pas essayer de cacher leurs membres qui font des actions contre nature et contre la société tout entière. Donc je pense que la population a le devoir de dénoncer ces agissements d'une manière ou d'une autre et surtout d'aider les forces de défense et de sécurité à faire face aux actions de destruction du développement. D'accord. Oui. J'ai envie, si vous permettez, de dire un mot sur la collaboration entre FDS et population. Je dois dire que ça n'a pas toujours été simple. Et d'ailleurs, c'est encore perfectible. Parce qu'il faut reconnaître qu'après le premier choc, lorsque les armées ont été attaquées dans la riposte, elles n'ont pas toujours été exemplaires. Voilà. Pour dire la vérité, c'est exactement cela. Donc par rapport à la collaboration, c'est vrai que peut-être à un moment, les populations n'ont pas suffisamment collaboré au départ. Parce que peut-être qu'elles n'ont pas perçu tout l'enjeu, l'envergure de ce danger et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Mais il y a aussi les difficultés que ces populations ont de collaborer. Moi, je suis par exemple de Baraboulé. C'est une commune au Burkina, dans le nord, c'est pas très loin aussi de la frontière. Donc, toute cette ceinture-là, il y a un certain nombre de communes qui ont été aujourd'hui vidées, dont chez nous, Baraboulé. Donc, il y a Baraboulé, Nassoumbou, Diguel, d'autres communes qui ont fait le vide. Le problème, c'était quoi? Lorsqu'il y a eu les premières ripostes, comme j'ai dit, dans un premier temps, les armées aussi, elles ont un peu frappé sur tout ce qui bougeait. Et cela n'a pas favorisé aussi cette collaboration. Je pense que, je crois qu'ils sont en train de rattraper ça. Les populations aussi, alors craignent finalement... Elles sont prises entre deux feux. Oui, les non représailles. seulement, justement, parce que non seulement ces populations sont victimes d'abord des terroristes qui viennent les tuer régulièrement, nuitamment, qui s'en vont, mais aussi lorsque nous devons avoir une riposte pour aller chasser, tuer, neutraliser les terroristes,
on a plein quand même de citoyens innocents qui sont pris dans un certain amalgame et cela ne favorise pas aussi la collaboration. Donc, je pense que nos armées gagneraient à établir la confiance parce qu'il y a une véritable crise de confiance justement entre la population et l'armée. Souvent, ce qui ne devait pas arriver, mais parfois, l'armée est vue comme étant vraiment un bourreau. Et donc, si cela n'est pas corrigé, ça va être très difficile. Mais aussi, dans la collaboration, on a connu beaucoup de cas où les gens ont payé le plus fort de leur collaboration parce qu'ils ne sont pas sécurisés. Beaucoup de gens qui ont collaboré ont été tués. Par qui? Par les terroristes. Parce qu'ils ont eu l'information et n'étant pas sécurisés, ils sont venus les liquider après. Dans notre village qu'on a vidé, la veille, quand ils sont venus attaquer le détachement militaire qui s'y trouvait, qui a résisté vaillamment pendant longtemps parce qu'ils ont voulu vider le village à plusieurs reprises, l'armée a refusé et l'armée s'est opposée vaillamment. Mais lorsque finalement l'armée a replié à Djibo, à 30 km, ils sont revenus, ils ont tué un habitant du village qui était quand même en bon terme avec l'armée. Donc c'est pour dire qu'ils sont informés et les populations ne sont pas suffisamment protégées. Il faut donc que les autorités, les forces de défense et de sécurité puissent quand même sécuriser les collaborateurs. Oui à la dénonciation, voilà. Mais que ceux qui dénoncent soient aussi soient quand même protégés. sécurisés. Sinon, tu risques d'être mort avant le lendemain matin, quoi. D'accord, merci M. Diko. Mais Docteur Kananoura, je reviens encore à vous. En fait, nous constatons sur le terrain, en tout cas dans le Sahel, que les populations sont de plus en plus mécontentes, ne comprenant vraiment plus les partenaires internationaux, les forces internationales. Pour les populations, alors ces forces internationales suivent un autre agenda, ont leur propre agenda, à tort ou à raison. Bien, en fait, il y a beaucoup des acteurs antiterroristes d'Aro-Sahel. Mais il y a un problème de coordination. Parce que chacun suit son agenda, ses intérêts, son commandement, et ils ont des approches différentes, non seulement de la crise, mais aussi des interventions. Donc tout cela contribue à une efficacité de l'action de sécurisation du Sahel. C'est pour cela que les populations sont mécontentes. Je pense qu'on gagnerait à mettre tous les acteurs sur la même table pour avoir au moins une coordination des actions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'attends... c'est vrai, il y a un problème. La sécurité ne revient pas vite. Mais est-ce que ces forces, on va les remplacer par quoi? Parce que ceux qui disent, bon, Barkhane peut partir, oui, si Barkhane part demain, on la remplace par quoi? Je ne vois pas. Et deuxièmement, nous avons aussi un problème de raminissement. Elle est sur le chapitre 6, c'est-à-dire de stabilisation du Mali. Si vous regardez très bien le chapitre 6, elle ne peut pas intervenir dans les combats. Donc, c'est une force qui est là pour stabiliser le Mali. En fait, c'est pour être entre le gouvernement malien et le MNRA pour stabiliser les accords d'Alger. Mais de plus en plus, certaines de nos autorités, certains présidents commencent à demander le chapitre 7 des Nations Unies. Oui, je pense que ça, normalement, c'est l'action des militaires. Je pense que le chapitre 7 serait très approprié pour que cette force aussi donne un appui nécessaire aux forces nationales contre le terrorisme. D'accord. Merci, docteur Kananoura. Monsieur Doucouré, le mécontentement vis-à-vis de ces forces internationales qui sont pourtant dans le Sahel pour nous aider. Alors, quelle est votre analyse de cette situation? Pourquoi, selon vous, nous, populations, n'arrivons plus à suivre? Je pense que la première des choses qu'il faudrait d'abord que l'opinion comprenne, c'est que ces forces internationales sont en train sont présentes au Mali dans le cadre d'un mandat des Nations Unies. Un mandat très contraignant. Contraignant parce que c'est un mandat qui n'est pas adapté à cette guerre-là, où les règles d'engagement sont extrêmement difficiles. Donc, c'est d'ailleurs, encore une fois, permettez-moi de revenir sur la responsabilité des chefs d'État. C'est l'un des points de convergence de l'ensemble des chefs d'État du G5 Sahel, de durcir justement le mandat
de l'ONU pour rendre plus facile les règles d'engagement. C'est vrai qu'il y a des avions qui sont parqués, c'est vrai qu'il y a des blindés qui sont parqués, mais la problématique, c'est quelles sont les conditions et les conditionnalités pour que ces hommes puissent aller sur le terrain des opérations. Voilà la véritable question. Quand on revient à l'étape de Konna et Djabali, la France pouvant être prête en moins de 30 minutes pour envoyer des équipes, était obligée d'attendre le mandat de l'ONU pour pouvoir exécuter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde global où ceux qui ont décidé d'aller ensemble sous l'égide des Nations Unies se soumettent à certaines règles. Donc je pense que cela doit être bien expliqué déjà pour que les gens, tout le monde puisse le comprendre. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, c'est malheureux, nous avons beaucoup d'attaques terroristes. Mais ceux-là que nous sommes en train de pointer du doigt ont eux-mêmes eu des attaques terroristes. Ils n'ont rien pu faire contre. Nous nous rappelons du 11 septembre, nous nous rappelons encore du Bataclan. Donc je pense que nous avons tous le même problème. Mais il faut que nous communiquions. Il faut que nous expliquions les choses à nos citoyens. Parce que c'est les plus touchés. Il peut y avoir des problèmes de perception, mais l'engagement et l'objectif recherché est le même, c'est-à-dire la sécurité des personnes et des biens. La troisième des choses, c'est que aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que la France et le monde sont d'accord là-dessus, l'intervention à Konna et Djabali, ce n'était pas seulement pour stopper l'arrivée, l'avancée djihadiste au Mali, mais c'était pour sauver l'Europe et le monde. Parce qu'un pays qui a cette frontière, où pratiquement la plupart des voisins, excepté le Burkina et tout ça, ont des débouchés sur la mer. Quand vous regardez aujourd'hui le flux de migrants qui part en Europe, de la zone, mais je pense qu'au moins 70 à 80% passent par le Mali. Donc il était important déjà de sécuriser vous croyez vraiment, M. Doucouré, que ces gens allaient venir jusqu'à Bamako s'emparer de tout? Vous croyez vraiment? En tout cas, une chose est sûre, ils ne sont pas là. Parce que les Maliens se sont d'abord battus. Parce que je vous signale que avant l'arrivée des Français, les 3 checkpoints ont tenu le coup. On en est arrivé à 2, où nous avons eu des morts, des Maliens qui ont accepté de mourir pour la nation. Donc, c'est le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut une synergie d'action d'abord. Parce que pour parler à cette guerre, nous avons plusieurs options. Nous avons l'option militaire, nous avons aussi une option socio-économique. Option gouvernance. Option socio-économique, mais aussi nous avons une option politique avec une forte connotation diplomatique. Voilà aujourd'hui les 3 points sur lesquels il faut penser. D'accord. Voilà. Vous voulez rapidement clôturer? Bon, oui, rapidement. Donc, aujourd'hui, sur le plan militaire, il est important que l'effort qui est en train d'être fait puisse perdurer, puisse être soutenu. Dans le cas du Mali, malgré toutes les difficultés, malgré toutes ces crises profondes, aujourd'hui le Mali s'engage encore, le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, revient d'une mission du chef de l'État avec 130 blindés, dont 30 ont été en donation, ont été offertes en donation, et 100 sur une commande ferme. Et ce ne sont pas des blindés classiques, parce que vous avez 2 types de blindés en réalité. D'accord. Il est important, je pense que si nous, dans un tel débat, dans un pays en crise, il est important que les Maliens soient informés. Il est extrêmement important que les Maliens soient rassurés. Il est important que les Maliens sachent où vont leurs impôts. D'accord. Nous aurons peut-être l'occasion de développer tout ça au niveau des solutions à préconiser à la fin de l'émission. Mais M. Zakara, vous aviez été quand même
le premier à soulever cette grande problématique relative au mécontentement des populations. Oui, c'est des contentements qui sont légitimes. Il faut que peut-être nos dirigeants aussi arrivent à expliquer réellement les contenus de ces accords avec la population pour que la population puisse s'approprier et comprendre aujourd'hui tous ces enjeux. Et je pense que c'est à un niveau que la population souhaite avoir un partenariat qui est transparent et qui est efficace. Parce que lorsque vous êtes dans un partenariat aussi qui n'est pas efficace et vous voyez que chaque fois vous perdez des soldats, donc raison pour laquelle que la population elle-même, qui joue le rôle de veille, demande aujourd'hui que les chefs d'État, dans le cadre de la prochaine rencontre qui va se passer peut-être en France, demandent aussi à nos partenaires aussi de comprendre aussi la situation aussi des Africains. Nos partenaires ont plus de moyens qui sont des dernières générations, qui sont les plus sophistiqués, et qu'on arrive parce que ces terroristes aujourd'hui aussi, ils se renforcent, ils voient tout ce qui est en train de se passer au niveau de la région pour les contrer, et aussi ils partent ailleurs, ils s'approvisionnent, et puis ils cherchent aussi à leur niveau des spécialistes et des experts parce que si ce n'est pas récent, les terroristes ne peuvent pas oser attaquer aux casernes. Et si aujourd'hui, ces terroristes osent attaquer à des casernes, cela veut dire que quelque part, eux aussi, ils sont renforcés. D'où un changement de paradigme et d'approche au niveau des États. Et c'est pourquoi actuellement, beaucoup de nos pays sont en train de mutualiser leurs forces. Parce que par le passé, il n'y a pas eu cette expérience où les armées vont collaborer autour des frontières pour qu'ils puissent combattre un ennemi qui peut frapper et puis disparaître. Donc, vous voyez, cette guerre asymétrique a besoin de beaucoup de réflexion, mais aussi de mutualisation aussi des forces de nos pays. Et je pense que cela contribue aussi au niveau du pays de renforcer les différentes alliances qui existaient, parce que cette zone que vous voyez où nos forces armées ont des difficultés, en réalité, les touristes visent à sanctuariser cette zone. Parce qu'il y a des forteresses naturelles qui les permettent de se replier dedans. Et c'est dans cette optique qu'ils sont en train d'attaquer les bases avancées. Et ça, je pense qu'on ne doit pas les laisser le terrain. Et là, il faut qu'on aille maintenant plus aller vers des opérations offensives, aller les dénicher là où ils se trouvent pour qu'on puisse les écraser. D'accord. Merci M. Zakara. M. Keita, voilà, donc nous allons passer la parole à M. Diko. Monsieur Diko. Oui. Bonsoir tout le monde. Et moi, c'est M. Diko. Je voulais quand même vous remercier. Un tel débat, elle est très fructueuse. Mais moi, je pense que le Mali fut victime d'un complot ourdi de la crise libyenne. Parce que le Mali était le seul pays en ces derniers temps à soutenir l'Union africaine depuis la nuit des temps. Donc, le Mali ne fait pas de frontière avec la Libye. Comment les armes se sont retrouvées au Mali? Point d'interrogation. La Libye, quand la Libye était sous embargo, le président Alpha Oumar Konaré, son excellence, a fait plus de 150 et quelques voyages pour pouvoir lever l'embargo. La Libye était un pays personnalité non grata. Après cet excellent travail abattu par le camarade démocrate Alpha Oumar Konaré, la Libye a retrouvé tout son éclat. Et le monde entier a couru vers ses pieds. Et la Libye les a tourné le dos. Il a dit l'Afrique aux Africains. Et c'est seul le Mali, avec le camarade président Ahmad Touman Touré, qui a pris le relais. Il n'a jamais le pas de son prédécesseur. Aux dernières minutes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ATT qui a failli même être lynché en Libye. Aucun Malien digne ne pourra dire qu'il ne se souviendra pas de cela. Après, on vient nous dire les armes ont quitté la Libye. La Libye, c'est la Libye, c'est la Libye. Quelle Libye? Donc, monsieur, du coup, on va s'arrêter à la seule question ou il y a une deuxième question? Deuxième question que je vais poser,
Ça, on parle de G5 Sahel. Pourquoi l'Algérie ne fait pas partie et que ça soit G6 Sahel au nom de G5 Sahel? Merci. Et que l'Algérie est une très grande puissance en Afrique. Merci. C'est le seul pays qui n'a pas négocié son indépendance. Merci, monsieur Diko. Merci beaucoup. Docteur Kananoura, vous avez des réactions? Bien. Je pense qu'il y a des manières de rire la crise au Sahel. Pour les gens de l'intérieur, je pense que la responsabilité est totalement extérieure. Comme ça, on exonère nos responsabilités. Pour les gens de l'extérieur, je pense que c'est un problème ethnique qui date d'Oronda, où les Touaregs jouent une partition. Et ils oublient aussi qu'il y a des éléments un peu plus complexes, effectivement, de déstabilisation. Bien, mais si on revient sur sa question pour la Libye... Comment les armes se sont retrouvées au Mali? Bien, de toutes les façons, d'État de Kadhafi, je crois que tout le monde connaît ce qui s'est passé pour la fin du règne de Kadhafi. Mais comment les armes se sont retrouvées au Mali? C'est qu'il y avait les combattants maliens, dont la majorité sont Touaregs, qui étaient en Libye, qui étaient les militaires libyens, enfin les mercenaires en Libye. Donc, en rentrant, ils sont rentrés vers le Sahel. Je crois le Niger a fermé les frontières, le Burkina Faso a fermé les frontières, le Mali les a accueillis avec la cola et avec les dates, comme ça. C'est l'hospitalité malienne. Donc, en s'installant au nord du Mali, bien, ils ont trouvé quelques failles, et puis bon, il y avait aussi ce fièvre indépendantiste, quelques terroristes d'Akimi qui étaient là. Ils ont plutôt abusé l'hospitalité malienne pour retourner en Libye, déterrer les armes qu'ils avaient cachées afin de les amener au fur et à mesure. Donc voilà comment les armes se sont retrouvées au nord du Mali. Et pourquoi pas les G6 Sahel en ajoutant l'Algérie? L'Algérie, en fait, depuis son indépendance, son armée est nationale. Donc, on ne s'engage pas sur les opérations extérieures. C'est la doctrine algérienne. Donc, on ne s'engage pas sur les opérations extérieures. Mais ils sont obligés de surveiller la frontière avec les pays du Sud. Et d'ailleurs, l'Algérie a contribué à envoyer quelques terroristes. Parce que si vous vous souvenez, avec la GIA et le GSPC, ils les ont poussés dans leur territoire. En Soropria, ils se sont arrêtés dans le Sahel, Gourobaroma. Au départ, ils étaient une centaine. C'est que la communauté internationale ou la communauté saharienne n'a pas pris la mesure pour les détruire à ce moment-là, ou les désarmer. Maintenant, ça devient des millions et des millions en engageant d'autres gens d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs du monde entier, parce que le djihad et le terrorisme, c'est une multinationale comme tant d'autres. D'accord. Merci, docteur Kananoura. Vous voulez réagir rapidement, mais sur une question. Une question. Allez-y. Oui, peut-être pour ajouter pour le cas du Niger, parce qu'au Niger, il y a des lignes qui sont intangibles. Après l'éclatement de la Libye en plusieurs morceaux, c'est que les autorités nigériennes ont fixé une ligne. Que personne ne rentre avec ENA. Donc tous ceux qui revenaient de la Libye ont été désarmés. Parce que là-bas, il y a cette ligne que aucun, en dehors de forces de sécurité, ne doit détenir une arme. Et là, je pense que c'est ça aujourd'hui qui a beaucoup contribué aussi à stabiliser le Niger. Parce que nous étions plus exposés parce qu'on faisait la frontière avec la Libye. L'autre chose, si vous permettez que je continue, c'est par rapport au mandat de l'aménagement. Vous savez, moi, je me dis que le seul combat aujourd'hui qui vaille pour la jeunesse africaine, c'est de voir comment l'Afrique doit avoir aussi un veto. Parce qu'on ne peut pas être à 1 milliard d'habitants, nous sommes le seul continent au monde qui ne dispose pas d'un mot. Et là, on prend des décisions où nous ne sommes pas là. Et l'exemple aujourd'hui de G5 Sahel est patent. Ce mécanisme a été mis en place il y a au moins 4 ans, 5 ans. Mais il n'arrive pas à boucler
les budgets pour qu'on puisse rendre plus opérationnels nos forces de défense et de sécurité. Et là, je pense que c'est le lieu aujourd'hui de féliciter aujourd'hui tous nos chefs d'État et tous nos cadres qui sont en train de travailler pour que ce G5 Sahel, qui émane de nos États, pour que cette institution soit pérenne. Et là, je pense que ça sera aussi notre salut. Je salut. reste avec vous, M. Zakara. Parlant d'une communauté de la crise, peut-on dire que l'ennemi est commun à tous les pays du Sahel? Si oui, qui est-ce justement cet ennemi et qu'est-ce qu'il veut? Oui, cet ennemi est commun parce qu'il est mouvant, il se déplace. Il peut être, comme on le dit, à 6 heures au Mali, il peut se trouver à midi peut-être au Burkina, et peut-être le soir, il peut traverser la frontière du Niger. C'est que le problème de la lutte contre le terrorisme, nos armées n'ont pas été formées pour ça. La matrice qui a formé nos armées, ce n'est pas cette matrice qui doit lutter contre les forces de sécurité. Parce que c'est un ennemi qui est insaisissable. Et c'est un ennemi, pour le combattre, il faut beaucoup de renseignements. Mais justement, qu'est-ce qu'il veut, cet ennemi? Oui, qu'est-ce qu'il veut? C'est que c'est des gens qui ont été endoctrinés au nom de certaines valeurs et qui pensent que leur lutte cadre dans un élément religieux. Pourtant, c'est de l'ignorance. Nous avons vu des actes où ces ennemis viennent tuer des gens dans les mosquées. Est-ce que quelqu'un qui est normal, est-ce qu'il peut tuer quelqu'un en train de prier et pourtant toi, c'est ce que tu prêches? Même l'attaque au Niger, ils ont attaqué à quelle heure? C'est pendant les heures de prière. C'est aux environs de 18 heures qu'ils ont fait les attaques. C'est pour vous dire que c'est des gens qui sont endoctrinés, qui sont devenus aujourd'hui des machines à tuer, et ils tuent même leurs propres pères, leurs propres parents. D'accord. Merci, M. Zakara. M. Diko, est-ce que nous pouvons dire que tous les peuples du Sahel vivent exactement, en fait, la crise et de la même façon? Qu'on soit nigérien, qu'on soit burkinabé, malien, est-ce que nous souffrons exactement de la même façon de cette crise sécuritaire? Oui, je crois qu'on vit à peu près la même situation, puisque nous connaissons nous avons un peu les mêmes réalités sociales, je crois. Et on constate qu'il y a une certaine déconfiture même sociale, parce qu'il faut signaler au passage que c'est vrai que le terrorisme peut-être est venu de loin, mais il a aussi trouvé quand même un terreau fertile pour pouvoir progresser, et que ce soit au Mali et au Burkina et ailleurs. Et c'est pourquoi nous avons vu que les histoires de conflits intercommunautaires là ne servent que le terrorisme. Ça fait que, bon, parce que eux, c'est des gens qui se déplacent, qui attaquent des camps militaires, des garnisons, mais lorsqu'il y a ces tensions intercommunautaires, parfois ils n'ont pas besoin de bouger. Il suffit juste d'allumer ça et puis à 0 balle, ils ont des massacres et en ce moment, ils libèrent, je crois, aussi les couloirs pour pouvoir. Ce qui est sûr, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est difficile, tout le monde ne peut pas répondre à cette question, mais on sait de toute façon qu'il y a des visées criminelles dans ce qu'ils font. C'est des gens qui font du trafic d'armes, d'êtres humains même, d'or, etc., etc. On sait même qu'une bonne partie du Sahel quand même regorge aussi des mines d'or, par exemple. Je sais que dans le Sahel du Burkina, qui est beaucoup touché, il y a des mines confirmées. Alors que donc, ces espaces sont à leur disposition et ils circulent librement. Et sachant que ces terroristes ont quand même beaucoup de connexions à travers le monde, c'est vrai que les pays comme le Burkina n'ont pas accès à la mer, mais puisqu'ils font frontière avec le Mali
le Niger, finalement, tu vas te retrouver dans un pays qui a de la côte, parce que la Libye, c'est vrai, a du désert, mais aussi il y a la mer là-bas. Donc, ils ont le temps de venir de beaucoup plus loin pour approvisionner ici leurs réseaux locaux. Donc, déjà, on sent dans leur démarche qu'ils veulent vraiment libérer certains couloirs. Et cela est prouvé par un peu l'insistance, leur insistance à vouloir dégager certains camps militaires, parce qu'il y a des camps qui sont attaqués à plusieurs reprises. Et tant que ces camps n'ont pas quitté, ils n'arrêtent pas. Voilà, dès que les camps dégagent, maintenant la violence diminue un peu. Ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté de dégager certains couloirs pour faire leurs actes criminels. Merci, merci beaucoup, M. Diko. Alors, Ibé, nous allons passer la parole à M. Traoré. M. Traoré est de ce côté, justement. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis M. Yacouba Traoré, je suis enseignant. Je suis appelé aussi Mali Insoumis. Voilà, s'il vous plaît, j'ai deux questions. J'ai appris que Kidal va avoir un nouvel aéroport bientôt. Donc, sachant qu'il n'y a aucune autorité malienne à Kidal, la première question, est-ce que c'est le gouvernement malien qui a donné l'ordre pour construire cet aéroport à Kidal? Et la deuxième question, est-ce que la construction de cet aéroport serait une solution à la sortie de crise? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Traoré. Alors, M. Doucouré, je crois que vous méritez que je vous pose cette question, que je vous envoie cette question. Donc, vu que l'État n'est pas à Kidal, alors qui a donné l'autorisation pour construire un aéroport à Kidal? Je crois que, jusqu'à preuve du contraire, le Mali a 10 régions. Kidal est dans un contexte très particulier. Parce que nous sommes engagés dans des accords qui sont en train d'être mis en œuvre. Et avant Kidal, nous avons, je pense que l'État répond du mieux qu'il peut à toutes les préoccupations de nos communautés. Kaï est en train d'avoir sa route. Nara est en train d'avoir sa route Kuala-Nara. Nioro du Sahel est en train de voir tout son système de distribution d'eau repris, tout simplement parce que jusqu'à il y a quelques mois, c'était pratiquement impossible de boire cette eau-là. Maintenant, le lien, deuxième question. Oui, en fait, je vais venir. Okay. Je vais en venir. Vous savez, cette question, je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame entre le terrorisme et le mouvement rebelle de rébellion qu'il y a eu. Parce que même ce mouvement de rébellion, en réalité, ce n'est pas toutes les communautés, c'est une partie de la communauté qui a pris les armes. Mais ils ont pris les armes, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont oubliés. Ils pensent qu'ils sont laissés pour compte. Ce n'est pas parce que le pays est en crise, ce n'est pas parce qu'ils ont pris des armes que l'État ne doit pas s'assumer et les mettre dans leurs droits. Je pense que c'est Kidal, mais ça aurait pu être Koulikoro. Aujourd'hui, l'État est en train de se battre pour que toutes les régions du Mali soient dotées d'un aéroport. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand l'aéroport de Kaï a été réouvert, personne ne s'est plaint. Mais Kaï ne vaut pas mieux que Kidal, tout comme Kidal ne vaut pas mieux que Kaï. Oui, nous devons aujourd'hui dépasser ces clivages. Kidal, le statut Kaï, ce n'est vraiment pas la même chose, M. Doucouré. Oui, mais bien sûr, ça c'est un domaine politique sur lequel nous pouvons débattre là-dessus, bien sûr. Rapidement, je vais passer la parole à M. Mamadou Samaké pour son intervention. Mais je resterai toujours avec vous, M. Doucouré. M. Samaké, oui, M. Keita, il faut lui donner le micro. Merci. Ok, bonsoir. Bonsoir. Robert, et bonsoir aux débatteurs pour la qualité du débat. Moi, je pense que je vais juste contribuer. Okay, l'État, à travers nos élus, ont failli leurs responsabilités. Comment? Quand on regarde nos partenaires internationaux, comme on est en train de dire, ont leur propre agenda, mais nous, les Maliens, nous manquons de notre agenda. Nous ne savons pas, quand on veut qu'on nous aide, il faut que nous aussi, qu'on les montre où on veut qu'on soit aidé. On est laissé au compte de ce qu'ils veulent. Et si on regarde l'autre jour, Macron a appelé nos chefs d'État. C'est tout simplement
ils pensent que nous ne sommes pas reconnaissants envers eux, alors qu'en réalité, je pense que chacun de nous a sa responsabilité. Les relations entre État et État, c'est basent que des intérêts. Nous, Maliens, nous ne sommes pas capables de défendre notre intérêt et que tout problème qui est là aujourd'hui, il faut que le Mali arrive à maîtriser Kidal. Si vous voyez aujourd'hui que Niamey est en train de perdre, Burkina est en train de perdre, il y a un endroit au Mali où on peut sortir et rentrer comme on veut. L'État doit tout mettre en œuvre pour pouvoir maîtriser Kidal s'il veut qu'on puisse résoudre le problème. Merci. Je vais en terminer pour vous dire, je profite de cela pour vous dire que la dialogue national qui vient de débattre, qu'ils essaient de mettre tout en œuvre pour pouvoir essayer de débattre l'accord là et débattre Kidal pour pouvoir que l'État puisse avoir le paix sur Kidal. Merci, je vous merci M. Samaké, M. Doucouré. Alors donc, dernier tour de table, nous acheminons vers la fin de l'émission. Vous avez 4 minutes pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour sortir de cette crise, si c'est vraiment possible. Pour sortir de cette crise, comme je le disais, il y a plusieurs aspects. Sur l'aspect militaire, déjà, je pense que les efforts sont en cours dans le renforcement des capacités de notre armée. Pour des hommes de terrain comme nous, c'est facile de le constater. Les équipements sont en train d'arriver. Même, je crois, la semaine prochaine, 2 contingents iront à Abu Dhabi pour avoir une formation en force spéciale, se former sur les nouveaux équipements de blindés que l'État vient d'acquérir, et sur aussi des hélicoptères de combat dernière génération, dont des hélicoptères de combat et un hélicoptère de transport. Ça, c'est des faits. Sur le plan socio-économique, il est important aujourd'hui que les Maliens comprennent que, malgré toutes les difficultés, l'État a compris qu'il faut aussi aller à améliorer les conditions de vie des Maliens, leur donner accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, parce que l'éducation est le premier rempart contre l'obscurantisme. Et aussi de donner un nouveau souffle économique. Je prendrai comme exemple, l'État vient de faire un investissement public de 1,3 milliard, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est énorme, pour décongestionner un peu le tissu économique et permettre de soulager nos populations en dons de vivre et de non-vivre. Mais ce qui est particulier dans cet investissement, c'est que tous les produits qui sont achetés et livrés et donnés en donation aux communautés sont des produits locaux, fabriqués par des compagnies locales, que ce soit en termes d'alimentaire, que ce soit en termes de non-vivre. Cela est extrêmement important pour les choses. L'autre aspect que je disais aussi, qui est l'aspect politique et l'aspect diplomatique, c'est d'amener tous les pays à comprendre qu'aujourd'hui, le Mali a une nouvelle posture. Le Mali veut porter sa propre voix. Le Mali veut porter une nouvelle vision. Une vision qui demande et qui est épousée aujourd'hui par l'ensemble des chefs d'État de l'UEMOA, après plusieurs plaidoyers menés par différents membres du gouvernement, mais avec le chef de l'exécutif en premier et le président de la République en premier. Et qui aujourd'hui ramène à créer, à donner plus de poids à nos forces locales, que les forces internationales qui viennent puissent justement venir en appoint à nos forces locales et avoir un commandement commun. Voilà des choses importantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, pour que le Mali s'en sorte, il faudrait que les Maliens puissent dépasser leurs différences. Il faudrait que les Maliens quittent dans les clivages. L'heure n'est plus à la contestation. L'heure n'est plus à la réprimande. L'heure est à l'union, que nous nous mettions ensemble pour parler d'une seule voix. Aujourd'hui, quand on regarde, on a parfois l'impression que le peuple malien n'est pas conscient que nous sommes en guerre. Pourtant, nous sommes en guerre. Le pays est en guerre. Et quand un pays est en guerre, quand un pays est en crise, quand la République commence à s'affaisser, le dernier rempart, c'est le peuple. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais m'adresser au peuple malien, en toute solennité, pour leur dire que le peuple malien a besoin de son Mali, mais que ça ne se fera que
dans l'Union. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Doucouré. Monsieur Diko, proposition de sortie de crise. Bon, elles sont déjà en cours, c'est-à-dire qu'il faut continuer déjà les efforts qui sont faits, de part et d'autre, que ce soit au niveau des gouvernants, mais aussi au niveau de la population. Et comme je l'ai dit, il y a des efforts qui sont déjà en cours. Les gouvernants, pour le cas du Burkina, je vous ai donné quelques exemples d'efforts qui sont en train d'être faits. Et il y a même des missions au plus haut niveau qui sont menées régulièrement dans les régions pour vraiment appeler les populations à prendre suffisamment conscience de la situation et de se comporter de façon responsable. Non? Déjà en maintenant quand même cette cohésion sociale qui est nécessaire à la survie de chaque nation. Je crois que même il y a eu beaucoup de missions des ministres, même le président de l'Assemblée du Burkina vient de rentrer, il était hier à Koudougou. Mais il faut beaucoup de choses, c'est-à-dire il faut beaucoup d'écoute de la part des gouvernants, c'est extrêmement important parce que dans le passé ça a un peu manqué. Les gouvernements n'écoutent pas beaucoup le peuple. Cela est important. Nous sommes dans une situation où eux seuls ne peuvent pas gérer ce genre de situation. Il faut aussi que le peuple ait un engagement ferme et permanent. C'est-à-dire, par exemple, pour la situation, on parle du rendez-vous de France, on doit aller parler de l'engagement de la France, etc., etc. Je pense que avant leur départ, les chefs d'État doivent savoir qu'ils reçoivent un message de la part de leurs peuples respectifs. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on aille leur dire? C'est vrai que les peuples ont exprimé leur colère, mais au-delà de ça, maintenant en toute lucidité, on dit, bon, vous partez aux missions du peuple, voilà ce que nous souhaitons. Mais il faut bien que les peuples... On a eu beaucoup de manifestations ici, que ce soit au Mali, au Burkina, où les rues étaient vraiment remplies du monde. Mais où est ce monde-là aujourd'hui? Moi, j'aurais souhaité que tout le monde se réunisse, que ce soit les religieux, les chefs de file de l'opposition, les associations, tout ce qui rassemble les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens et tous les peuples du G5 Sahel qui choisissent un jour pour que le chef d'État de chaque pays qui va bouger, qui sentent que bon, si je vais rencontrer Macron, j'ai un message ferme et que je ne vais pas revenir à Bamako, à Ouagadougou, trouver que l'aéroport est vide. Donc il faut déjà que nous aussi, nos dirigeants sentent qu'ils ont ce soutien-là. Parce que s'ils ne l'ont pas, eux seuls ne peuvent pas. Et déjà, les conséquences que cela a créées, il faut aussi que nous puissions gérer ça. C'est vrai qu'il y a eu les terroristes, mais il y a eu aussi le tissu social s'est beaucoup dégradé. Même si les terroristes venus d'ailleurs s'en vont aujourd'hui, et ceux qui restent chez nous, les conflits intercommunautaires qu'il y a eu, il faut bien que nous puissions trouver ces solutions. Et puis, en ce moment, il faut que... Ce que je regrette, c'est que nous avons même des intellectuels qui se sont mis dans ce combat, qui chacun s'est aligné derrière une communauté pour stigmatiser, etc., etc. Donc, il faut que chacun prenne toutes ses responsabilités en ayant à l'esprit que nous sommes dans une nation. Chaque citoyen réfléchit en tant que citoyen d'abord et le reste va suivre. Merci, M. Diko. M. Zakara. Alors, moi je suis optimiste que cette situation va passer parce que j'ai en face de moi un Rwandais qui, dans le milieu des années 90, leur pays aussi a connu la même des difficultés. Et aujourd'hui, Rwanda, c'était un exemple. Cela veut dire que c'est des difficultés qu'on a aujourd'hui au Sahel et qu'on peut le surmonter si on décide réellement de trouver les véritables solutions. Alors, au-delà de tout ce que les autres ont proposé, moi, je pense que c'est une opportunité aujourd'hui, dans ces zones, de faire des projets structurants. Qu'est-ce que j'appelle des projets structurants? C'est des projets transfrontaliers entre les pays. Vous avez aujourd'hui ces zones, leurs conditions climatiques sont extrêmement difficiles et rendent ces populations vulnérables. Et cette vulnérabilité accentue aussi la pauvreté de ces gens. D'où leur recrutement par ces terroristes et ces ennemis. Prenez juste un exemple. Si on arrive dans cette zone à concrétiser deux grands projets, vous avez le projet de Taoussa, un grand barrage, et au niveau du Niger, vous avez le projet de Kandaj. Ce sont des barrages qui peuvent beaucoup contribuer à accroître la sécurité alimentaire des zones. Et là, je pense que
il faut aller dans une option militaire, maintenir la pression sur ces djihadistes, mais aussi, de l'autre côté, nos autorités ne doivent pas aussi oublier les questions aussi de développement. L'autre point que je voulais juste ajouter, c'est par rapport à l'éducation. Par exemple, au Niger, vous avez une jeune université qui a été créée à Tillabéri. Et cette zone est à la frontière entre le Burkina et le Mali. Et à partir de cette université, on peut faire un pôle d'excellence, un pôle de formation pour développer les compétences de toutes ces communautés qui vivent dans cette zone parce qu'ils sont proches et ils sont des frères, ils sont des cousins, ils sont des trucs. Pour moi, il faut commencer à réfléchir. C'est ça des projets qui vont permettre à nos populations de se retrouver dans un pays, faire la formation et partager les mêmes réalités. L'autre chose que je voulais ajouter, c'est qu'il y a une excellente expérience aussi au Niger, c'est qu'il y a des centres qui ont été créés dans la région de Difa et qui permettent de recevoir certains terroristes ou certains extrémistes pour venir dans ces centres et recevoir des formations pour qu'on puisse les réformater et les détoxiquer pour qu'ils puissent devenir des êtres normaux et continuer leur vie normale. Et je pense que dans nos États, on peut chercher ce genre de centres que ceux qui sont découragés du combat, parce que certains sont partis parce qu'on les a promis des choses, certains sont partis à cause de certaines ruines religieuses, mais une fois partis là-bas, ils ont compris que même les chefs djihadistes là-haut ne prient pas. Donc certains sont revenus. Et lorsqu'on revient, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? Donc il faut les récupérer, il faut les former, il faut les donner un apprentissage, il faut les donner une formation qui peut les permettre d'intégrer les tissus sociaux. Merci, M. Zakara. Docteur Kananoura, en tant que spécialiste en géopolitique, et M. Zakara l'a répété, en tant que Rwandais aussi. Alors, qu'est-ce que vous nous direz, nous, hommes du Sahel? Voilà. Bien. Premièrement, je pense que les pays africains du Sahel devraient développer une stratégie de puissance, car la sécurité est une question nationale et non une préoccupation des partenaires. Deuxièmement, il faut une gouvernance inclusive avec des institutions fortes, car c'est le pouvoir qui donne accès à la richesse en Afrique. Donc ceux qui sont exclus de facto à la richesse, au pouvoir plutôt, sont de facto exclus à la richesse, et donc ils utilisent la violence pour y arriver. Troisièmement, il faut changer la doctrine militaire. Nos militaires dans plusieurs pays ont été formés pour maintenir l'ordre public, comme la police d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que c'était une doctrine de contre-insurrection. Maintenant, il faut qu'ils changent la doctrine de contre-insurrection en doctrine contre le terrorisme. Donc, maintenant, il faut des forces spéciales capables de détruire les groupes terroristes. Quatrièmement, il faut les moyens de renseignement autonomes. Il ne faut pas attendre qu'on donne des renseignements autres. D'ailleurs, je précise que le Niger est le seul pays dans le Sahel qui dispose de quelques moyens de renseignement autonomes. Et aussi, je pense qu'il faut contrôler les écoles coraniques et refuser catégoriquement les aides des groupes extrémistes de l'étranger qui viennent sous une autre forme de fondamentalisme. Et en fait, je pense qu'il faut développer le renseignement populaire, c'est-à-dire que la population soit l'allié des services de sécurité. À ce moment-là, il faut que les services de sécurité changent de méthode. La brutalité n'est plus à l'heure de faire face aux menaces multiformes. Et en dernier lieu, il faut défendre son intérêt. Je crois que vous avez bien compris. L'Afrique a des amis, mais n'a pas d'intérêt. Alors, comme De Gaulle le disait, le pays n'a pas d'amis, n'a que d'intérêt. Donc, c'est à nous de défendre notre intérêt. Ce n'est pas aux autres de le défendre. C'est-à-dire qu'il faut refuser le discours de sentimentalisme, il faut refuser le discours d'amitié pour s'inscrire dans le discours d'intérêt. C'est l'intérêt qu'il faut défendre
et à partir de là, le peuple sera résilient. Donc le peuple rwandais, avec des problématiques qui se sont passées au Rwanda, grâce à une gouvernance, mais aussi grâce au génie du peuple rwandais, donc ils ont été résilients pour faire face aux problèmes. Et nous savons aussi que dans l'histoire des peuples sahéliens, nous avons eu des cas de tragédie, nous avons eu des cas de malheur. Et d'ailleurs, ce qu'on disait hier à Chartemandé, c'était un acte de volonté de se mettre ensemble avec toutes les couches de la population, toutes les communautés, les Peurs, les Dogo, les Sanofo, autour de Keïta, pour former la première fédération des peuples noirs qui était l'Empire du Mali. Il faut retrouver ce génie historique. Merci, docteur Kananoura. Mali, Burkina Faso, Niger, comment mettre fin à la crise sécuritaire? C'était notre thème de ce soir dans votre émission politique, le débat. Et pour en parler, mesdames, messieurs, nous étions avec M. Boubou Doucouré, malien, conseiller du Premier ministre, chef de la cellule communication et relations publiques de la primature, M. Idrissa Diko, burkinabé, journaliste burkinabé, président de l'association Faso Citoyen, une association de burkinabés vivant au Mali, M. Maman Zakara, troisième invité, il est nigérien, membre du bureau de l'OJT, Organisation Jeunesse Taraya, et enfin, Dr Paul Kananoura était notre quatrième invité. Il est rwandais, spécialiste en géopolitique, président de l'Institut Mandela, institut spécialisé dans les questions de sécurité et de géopolitique. Pour ma part, mesdames, messieurs, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ce numéro politique, le débat. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre débat. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente semaine de travail. Au revoir.